Quelque part sur la frontière du Rhin à la fin du 1er siècle, la nuit précédant le départ d'une cohorte pour un champ de bataille, une coupe en argile circula en silence le long d'une longue table. Le vin qu'il contenait était aigre et dilué trouble par le lait du pavot à opium amer, par la racine de mandragore broyée sombre avec une trace résineuse de chanvre. Les manuels scolaires vous diront que le légionnaire romain combattait grâce à la discipline et au vin aigre de rationnement régi par le règlement militaire, et qu'il prêtait serment au centurion et à l'étendard. Pendant 2 ans, ce fut la réponse. Un soldat, une coupe, une vie de fer vécue au bord du précipice. Puis l'archéobotanique et l'ADN ancien ont rouvert l'enquête. Presque tous les éléments du récit classique se sont effondrés. La boisson n'était pas celle qu'on nous avait décrite. Les hommes n'étaient pas ceux qu'on nous avait présentés. Et leurs descendants vivent encore aujourd'hui en Italie. Pour comprendre ce que les preuves modernes ont renversé, il faut d'abord comprendre ce que ces preuves remettaient en cause. Et cela implique de revenir aux archives même du champ de bataille. L'histoire militaire documentée d'une armée dont la réputation militaire était, selon les normes de la Méditerranée antique, statistiquement impossible. Durant l'été 102 avant Jésus-Christ, près du confluent de l'Arc et du Rhône, dans le sud de la Gaule. Une force d'environ 32 héros légionnaires romains sous le commandement de Caius Marius rencontra les Teutons et les Ambrones. La force germanique comptait, selon les estimations antiques les plus basses, plus de 100 héros combattants. L'engagement qui suivit ne fut pas une action défensive de maintien. Il s'agissait d'une offensive d'encerclement menée par les Romains qui brisa les lignes germaniques et mit fin à la migration en tant que force militaire en un seul après-midi. Les calculs mathématiques de la bataille indiquaient que les légions n'auraient pas dû être capables d'un tel exploit. Aquae Sextiae n'était pas un cas isolé. Le schéma se répéta. À Vercellae l'année suivante, à Alésia en 52 avant Jésus-Christ, à Idistaviso sous Germanicus en 16 après Jésus-Christ, le rôle des légionnaires demeura constant. Ils constituaient l'infanterie lourde déployée en ligne disciplinée. Les soldats qui encaissaient le premier choc de l'engagement et brisaient les formations ennemies par un massacre soutenu au corps à corps. Ils ont parcouru 20 000 Romains en 5 heures avec seulement 60 livres d'équipement, puis ont construit un camp fortifié avant la tombée de la nuit, et ont recommencé le lendemain pendant des semaines. Ils combattirent des forces numériquement supérieures et affichèrent des taux de réussite qu'aucune autre armée médiévale n'égala. Quant à leur chef, les officiers et commandants supérieurs de l'époque impériale, ils vécurent jusqu'à un âge que la démographie de l'époque rendait presque inexplicable. Marius vécut jusqu'à plus de 70 ans, Sylla jusqu'à plus de 60 ans, Auguste jusqu'à 75 ans, Tibère jusqu'à 77 ans, Vespasien jusqu'à 69 ans et Trajan jusqu'à 63 ans. L'espérance de vie moyenne d'un homme qui survivait jusqu'à l'âge de 20 ans au début de la période impériale était de 48 ans. Les hauts responsables militaires et politiques romains vivaient 20 ans et plus au-delà de la moyenne démographique. Et ils accomplissaient cela sous la pression constante des campagnes et des difficultés de gouvernance dans un environnement saturé de maladies qui s'étendait de l'Atlantique à la Mésopotamie. L'explication officielle se trouvait dans une petite bibliothèque de manuels militaires, l'Epitoma Rei Militaris de Végès, le 6e livre de Polybe sur l'organisation militaire romaine et les fragments subsistants des anciens règlements d'entraînement de la République. L'image qui se dégage de ces documents est celle qui perdure dans l'histoire populaire et celle du légionnaire comme un être discipliné entraîné sur le champ de Mars, soumis par le bâton de vigne du centurion dont l'endurance et les exploits au combat étaient attribués à la vertu supposée de son entraînement quotidien. Le problème, c'est que les manuels n'expliquaient pas la chimie des choses. La discipline n'expliquait pas les blessures que les hommes subissaient et avec lesquelles ils continuaient à se battre. On administrait quelque chose dans la coupe, quelque chose que les manuels ne mentionnaient pas. Le manuel était le document visible. La question à laquelle les chercheurs modernes ont consacré les dernières décennies à travailler est celle de savoir ce que contenait réellement la tasse. La plupart des usages de drogues documentés par les Romains dans les sources qui nous sont parvenues sont d'ordre médical. Mais la pharmacopée médicale et la pharmacopée militaire puisaient dans les mêmes ressources et ces ressources étaient considérables. L'opium est la substance la mieux documentée. Le Papavir somnifère. Papaver somniferum était cultivé dans tout le bassin méditerranéen durant l'Antiquité. Ses graines étaient consommées et pressées pour en extraire l'huile. Mais c'est le lait narcotique extrait des gousses immatures qui conférait à la plante son rôle crucial dans la médecine antique.
Galien, le médecin le plus influent de la période impériale, prescrivait chaque soir du vin opiacé à Marc Aurèle et l'empereur en but une coupe pendant des années sur les conseils de son médecin. Ce modèle culturel était plus ancien, dans l'Odyssée. Hélène verse discrètement ce qui est très probablement de l'opium dans les boissons des héros lors d'un banquet pour les aider à oublier leur chagrin. Les médecins romains savaient que cette drogue soulageait la douleur, induisait le sommeil et était mortelle à forte dose. Ils le prescrivirent en conséquence, et les filières d'approvisionnement qui alimentaient la pharmacopée médicale approvisionnaient l'armée. La composante cannabis est apparue plus récemment. Le cannabis sativa était cultivé à l'échelle industrielle dans tout l'Empire pour la fabrication de cordes de toile à voile et de vêtements résistants. Mais la résine de la plante femelle était physiologiquement active et les Romains le savaient. Un médecin de l'Antiquité a rapporté que ceux qui consommaient des graines de chanvre éprouvaient de la confusion et une sensation de chaleur. La récente fouille d'une tombe romaine, où a été retrouvée une résine de cannabis découverte dans le corps d'une femme décédée en couche, a confirmé que cette résine était administrée par voie interne à des fins analgésiques et non pas simplement commercialisée comme une fibre. La résine était disponible en rayon. La présence de mandragore et de jusquiam est attestée dans la tradition herboriste que la pharmacopée romaine a hérité de la pharmacopée grecque. Pline l'Ancien a répertorié la mandragore et l'Iosiomus ainsi que leurs effets. Dioscoride, médecin militaire dont le traité de Materia Medica devint l'ouvrage de référence de la médecine méditerranéenne pendant les 15 siècles suivants, consignant la posologie et le mode de préparation. Les deux plantes produisaient une dissociation et une analgésie grâce à leurs alcaloïdes tropaniques. Ces deux ingrédients étaient couramment ajoutés au vin. Le vin de base était un vin institutionnel, non pas les grands crus servis à la table des sénateurs, mais la pasca, la ration de vin aigre du soldat vinaigré et allongé distribuée quotidiennement dans la colonne de marche. Ce liquide de base était standardisé universel et fourni par l'armée. Le processus culturel qui a transmis cette pharmacopée à la pratique légionnaire est documenté. La médecine romaine a intégré des sources grecques, égyptiennes et perses au cours des siècles d'expansion méditerranéenne. L'armée a hérité d'un stock de médicaments qui datait déjà de plusieurs siècles lorsque les légions ont commencé leur campagne. La reconstruction a ses limites et il convient de les mentionner. Aucun manuel de campagne romain parvenu jusqu'à nous ne mentionne la formule. La recette réside dans l'interprétation, non dans le texte. Or, cette interprétation est tout à fait plausible. Une boisson combinant une base fermentée, un analgésique opioïde, un cannabinoïde et un dissociatif tropanique aurait produit un profil physiologique spécifique. La toxicologie moderne permet de décrire précisément ce que l'on observe dans la préparation reconstituée. L'argument pharmacologique n'est pas fondé sur des conjectures. Chaque ingrédient principal est étayé par une littérature clinique. Et la comparaison des effets documentés avec les données d'utilisation au combat des légions confirme la pertinence de chaque élément. La composante opium est la plus étudiée. Les composés actifs du pavot, la morphine, agissent sur les récepteurs opioïdes MU du système nerveux central. La littérature clinique est abondante et cohérente. À dose significative, l'opium induit une élévation mesurable du seuil de douleur. Une suppression de la réaction de part aiguë liée à l'anticipation d'une blessure et une dissociation entre la sensation de douleur et la réponse émotionnelle qu'elle suscite. Dans un contexte de combat prémoderne à la veille d'un engagement, les résultats pertinents sont spécifiques. Un homme ayant consommé de l'opium à dose modérée ressentirait moins de douleur. Il réagirait plus lentement et continuerait à combattre une blessure pour laquelle un homme non traité aurait dû cesser le combat. Le cannabis en tant que composant agit de manière complémentaire. Ses composés actifs, le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol, agissent sur le système endocannabinoïde. Un réseau de régulation présent dans tout le corps humain. Le cannabis produit une potentialisation analgésique, une suppression de la réponse inflammatoire aux lésions tissulaires et une légère dissociation. Agissant en complément de l'opioïde plutôt qu'en redondance, le cannabinoïde a prolongé la durée de la suppression de la douleur et a atténué la cascade inflammatoire qui aurait autrement mis hors de combat un soldat blessé en quelques heures. La mandragore et la jusquiam ont apporté une troisième couche. Les alcaloïdes tropaniques, l'atropine et la scopolamine ont produit une vasodilatation, une légère euphorie à dose contrôlée et une suppression des nausées et des tremblements qui accompagnaient le stress aigu. La même famille chimique que celle impliquée par les preuves concernant les berserkers nordiques générés par un processus culturel différent, mais avec des conséquences comportementales similaires.
Le Posca lui-même a fourni un profil. L'éthanol dilué à dose modérée produit l'effet anxiolytique bien documenté qui a fait du vin un élément du rituel d'avant-combat dans la plupart des cultures guerrières. Le vinaigre qu'il contenait avait une action antimicrobienne contre les agents pathogènes présents dans l'eau qui détruisaient les armées aussi efficacement que l'acier. Le faible taux de dysenterie constaté dans l'armée romaine lors des longues campagnes comparé aux forces qu'elle a affrontées concorde avec cela. La base était hydratante, caloriquement dense et chimiquement protectrice. Le profil combiné des 4 composants consommés à dose élevée avant l'engagement produit un type spécifique de soldat moins réactif à la douleur, moins sujet à la peur aiguë, plus tolérant à la charge physique de la journée de marche, mieux protégé contre les infections intestinales qui ont décimé les armées prémodernes. L'homme qui en ressort n'est pas d'une autre espèce. C'est un paysan italien ordinaire dont le corps a été constamment protégé des conditions qui ont tué ses contemporains. Son passé militaire correspondait à sa chimie. Les engagements disproportionnés à Aquae Sextiae et Alesia deviennent moins mystérieux lorsqu'on sait que les hommes dans la file d'attente avaient un seuil de douleur élevé et réprimaient leur réaction de peur. Le manuel parlait de discipline. La coupe faisait plus que ce que le manuel décrivait. Les preuves pharmacologiques étaient solides. La question suivante était de savoir si des traces matérielles subsistaient qui prouvaient que la préparation avait effectivement été administrée. Les preuves sont venues du sol. La tombe d'une Romaine morte en couche fouillée en Italie centrale est mentionnée dans la littérature archéologique évaluée par des pairs. Contenait de la résine de cannabis dans un contexte de chaîne de possession récupérable et datable. La résine avait été administrée par voie interne très probablement pour soulager les douleurs de l'accouchement. Et cette découverte a établi que le cannabinoïde était utilisé cliniquement dans l'arsenal pharmaceutique romain et non pas simplement commercialisé comme une fibre. L'analyse des résidus dans son ensemble est plus ancienne et plus vaste. Des alcaloïdes de l'opium ont été détectés dans des résidus provenant de récipients à boire et de vases rituels à travers le bassin méditerranéen, dans des contextes allant de la période impériale jusqu'à l'âge du bronze. La déesse minoenne du pavot avec son expression quasi extatique et son diadème de tête de pavot a été découverte près d'un vase tubulaire destiné à inhaler la fumée d'opium. L'infrastructure méditerranéenne d'administration de drogue est antérieure à Rome de 1000 ans et a été héritée intacte. L'infrastructure légionnaire de distribution médicale était institutionnalisée. Le valetudinarium, l'hôpital militaire, était présent dans chaque forteresse majeure. De Vindolanda dans le nord de la Grande-Bretagne à Dura Europos sur l'Euphrate. Le plan standard était identique dans tout l'Empire, les salles étant organisées pour le triage, la chirurgie et le stockage des produits pharmaceutiques. Des trousses médicales standardisées ont été récupérées sur des sites tels que Bingen sur le Rhin et Rimini sur l'Adriatique. Elles contenaient des instruments chirurgicaux ainsi que des récipients avec des résidus pharmaceutiques identifiables. L'armée avait emporté sa pharmacie avec elle. La ration de vin institutionnelle est documentée dans les archives administratives qui subsistent. Les tablettes de Vindolanda, les papyrus égyptiens et les divers registres d'approvisionnement des légionnaires montrent tous que les poscas sont distribués par le librarius en quantité mesurée. La distribution quotidienne étant liée au calendrier militaire et au calendrier de la campagne. L'infrastructure permettant d'ajouter des préparations à base de plantes à une ration de vin standardisée au niveau des forteresses légionnaires était administrative et non improvisée. L'empreinte viticole constitue le principal témoignage matériel. Le rôle avéré de l'armée romaine dans l'expansion de la viticulture en Gaule, en Ibérie, en Rhénanie et dans les provinces du Danube a profondément transformé l'économie viticole européenne. Le vin est devenu une denrée logistique à l'échelle impériale car l'armée en avait besoin. Le même modèle institutionnel que les preuves templières ont révélé dans le sud de la France était à l'œuvre 6 siècles plus tôt et à l'échelle continentale de l'autre côté de la frontière romaine. La distinction entre les deux types de vases dans la pratique rituelle romaine est documentée dans les archives archéologiques et textuelles. La coupe de tous les jours et la potera, le vase à libation rituelle réservé aux occasions religieuses prescrites. Le sacramentum, le serment militaire, était prêté sur une libation qui n'était pas une consommation anodine. La vie légionnaire portait la marque architecturale d'une administration contrôlée. La boisson était préparée par l'institution. La coupe était fournie par l'institution. Le vin était distribué au camp et sur le terrain sans laisser le choix aux soldats. La Légion fonctionnait comme une chaîne de production. Pendant la majeure partie de l'ère moderne, la Légion romaine a été traitée dans les écrits populaires et savants comme une catégorie distincte des populations que l'Empire gouvernait. Les cives romani étaient une catégorie héréditaire.
Les familles sénatoriales et équestres portaient des titres remontant à des maisons latines et étrusques spécifiques. La mythologie de la romanité, fondée sur la lignée qui a survécu de Tight Live à l'humanisme de la Renaissance jusqu'au nationalisme des 19e et 20e siècles, traitait le légionnaire comme ethniquement italien, biologiquement issu de la lignée latine qui avait fondé la ville sur le Tibre. Cette théorie, comme la plupart des affirmations pré-génétiques concernant les populations historiques, a été élaborée en l'absence des preuves nécessaires à sa vérification. Et comme la plupart de ces théories, elle n'a pas résisté à l'arrivée des preuves. Les travaux sur l'ADN ancien des sépultures de l'époque romaine, notamment les études majeures publiées dans Science et les analyses ultérieures des cimetières méditerranéens menées entre la fin des années 2010 et le début des années 2020, ont dressé un tableau différent, s'appuyant sur des centaines d'individus séquencés provenant de cimetières de Rome et de ses environs ainsi que de toute la péninsule italienne. Les données génétiques de la période romaine révèlent un brassage massif au cours des siècles impériaux. Les populations de l'époque romaine ont apporté d'importantes contributions ancestrales de toute la Méditerranée et du Proche-Orient avec des composantes anatoliennes, levantines et nord-africaines qui se sont intégrées au patrimoine génétique italien à travers la République et l'Empire. Ce métissage était réel et est documenté. Le côté de la photo où se trouve la Légion est parallèle. Les légions ne formaient pas une formation italienne fermée. Après la Constitutio Antoniniana de Caracalla en 212 après Jésus-Christ, tout homme libre de l'Empire devint citoyen romain et put être enrôlé dans la Légion. Cependant, le recrutement officieux de provinciaux se poursuivait depuis des siècles. Des unités auxiliaires étaient constituées en Gaule, en Germanie, en Ibérie, dans les Balkans, en Syrie et en Afrique du Nord, et obtenaient la citoyenneté romaine à leur démobilisation. Les données squelettiques provenant des cimetières légionnaires de Vindolanda Mayence, Carnuntum et Dura Europos montrent des répartitions ancestrales qui correspondaient aux populations provinciales plus larges dont les hommes avaient été recrutés. Ils n'étaient pas regroupés dans un quelconque groupe d'ascendance atypique. Ils ne portaient aucun marqueur indiquant une descendance d'une caste italienne distincte. Ils s'inscrivaient parfaitement dans la distribution génétique dominante des régions dont ils étaient issus. L'implication était claire. Le légionnaire n'était pas un cas isolé. Il n'était pas issu d'une lignée héréditaire distincte qui s'était maintenue à travers les siècles impériaux. Il était un provincial du coin issu de la population qui cultivait la plaine du Pô, la Meseta ibérique ou les cités gauloises, et ce qui le distinguait de ses voisins n'était pas son sang, mais l'institution qui l'avait recueilli. Les aptitudes au combat dont a fait preuve la Légion ne résidaient pas dans ses gènes. Elles étaient le fruit du système qui l'a recruté nourri. Entraîné aux formations de l'infanterie lourde et déployé sur ordre à travers un théâtre d'opérations continental. Dans cette perspective, le légionnaire n'était pas un guerrier héréditaire, mais un produit de l'institution. La transformation résidait dans l'institution, non dans la lignée. C'est la même conclusion que celle tirée des analyses d'ADN anciens effectuées sur les berserkers nordiques et les sépultures templières. Le guerrier était un produit, non une créature. La transformation s'est opérée au sein de l'institution, non dans la lignée. Avec la disparition de l'institution, la chaîne de production s'est arrêtée. Mais les hommes eux-mêmes n'ont pas disparu. Leur patrimoine génétique est resté intact. Les corps que l'Empire avait recrutés dans les vallées italiennes et provinciales et utilisés pendant des siècles de guerre continentale étaient ceux d'hommes locaux. Et lorsque l'Empire s'est retiré, les hommes qui ont survécu sont retournés dans ces vallées. Des études génétiques à grande échelle menées sur les populations italiennes actuelles, s'appuyant sur les biobanques régionales et les multiples projets d'ascendance qui ont séquencé des dizaines de milliers de génomes italiens modernes, ont établi une continuité directe entre les populations de la péninsule à l'époque impériale et les populations modernes de ces mêmes régions. La distance génétique entre un habitant du Latium de l'époque impériale et un habitant du Latium du 20 et 1e siècle est dans la plupart des cas statistiquement négligeable. Les haplogroupes du chromosome Y documentés dans les sépultures de l'époque romaine à travers la péninsule sont présents à des fréquences élevées chez les hommes italiens modernes. Des lignées spécifiques retracées grâce à l'ADN ancien ont été reliées à des descendants vivants dans les mêmes régions où les légions étaient stationnées et recrutées. Le contexte est important et mérite d'être formulé avec soin. La persistance d'une ascendance de l'époque romaine dans l'Italie moderne ne signifie pas qu'il existe un gène romain. Que les Italiens modernes portent un trait martial héréditaire ou que les descendants des combattants légionnaires sont biologiquement différents des autres. Le légionnaire, tout comme le templier et le berserker, était un produit d'une institution.
L'institution nécessitait la Légion, le Sacramentum, le Valetudinarium, la colonne de marche, la ration de vin standardisée, la pharmacopée à base de plantes et l'infrastructure impériale qui reliait la Grande-Bretagne à la Mésopotamie. Rien de tout cela n'est codé dans l'ADN. Ce qui est codé dans l'ADN, c'est l'ascendance, et l'ascendance est un registre de qui est le père de qui et non de ce qu'il faisait dans la vie. La continuité est documentée et spécifique. Les légionnaires servaient pendant 25 ans et se retiraient dans des colonies à travers l'Empire. Nombreux sont ceux qui sont retournés dans leur village d'origine. Beaucoup ont eu des enfants avant, pendant et après leur service militaire avec des femmes locales dans les régions de recrutement. Les colonies de vétérans d'Aquilae de Mediolanum, d'Augusta Praetoria et disséminées à travers la péninsule italienne ont transmis leur patrimoine génétique aux populations qui sont devenues les Italiens modernes. Le contraste avec la mémoire culturelle est frappant. À Hollywood, dans l'imaginaire populaire, dans toute la reconstruction post-Renaissance de l'identité romaine, la Légion est traitée comme une chose disparue. L'Empire s'est effondré. Les légions ont été anéanties. La figure du légionnaire n'est plus qu'un vestige archéologique. L'ADN lui raconte une autre histoire. La disparition n'a jamais eu lieu. Ce n'est pas une population qui a disparu, mais une pratique. Les vignobles produisent encore. On emprunte encore ces chemins. Les hommes qui cultivent les champs italiens d'aujourd'hui sont les descendants directs de ceux que l'Empire recrutait, utilisait et assimilait. L'institution a disparu. Les hommes, eux, sont toujours là, retournés à la tente des champs. La coupe circulait en silence la nuit précédant le départ d'une cohorte pour le champ de bataille. Posca en Italie, Posca sur le Rhin, Posca sur l'Euphrate. Le lait du pavot trouble la surface du vin. Racines de mandragore écrasées, amères au fond de la coupe. La trace résineuse du chanvre, plante cultivée en Méditerranée depuis 1000 ans avant même la marche des légions. Le manuel prônait la discipline. Le manuel était le document visible, l'image, telle qu'on la voyait dans les manuels du légionnaire sobre à l'entraînement et du centurion portant sa canne était erronée. La boisson était authentique. Sa composition pharmacologique était spécifique. L'institution qui l'a produite a été abolie par étapes entre le IIIe siècle et la chute de l'Empire romain d'Occident. Les hommes qui burent de la coupe moururent, engendrèrent des enfants et furent absorbés par les populations italiennes et provinciales, d'où les légions les avaient recrutés.